Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Alain Minc. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Toujours un plaisir. Réciproque. Économie, diplomatie, immigration, marché financier, 3 mois, on y est quasiment, 3 mois après son investiture. Quel bilan pour Donald Trump? Déjà, comment le qualifier, s'il y avait une épithète à choisir? À certains égards, c'est uburois, avec comme bilan un zéro pointé. Alors, cela dit, il a changé le monde. Il a changé le monde. On y reviendra sur le plan économique. C'est peut-être là où les facteurs de stabilité joueront parce que les marchés sont inflexibles. Il a mis fin à la solidarité occidentale. Les Américains étaient nos frères, ils sont vaguement nos cousins, pas encore nos ennemis. Et enfin, pire que tout, l'alma mater de la démocratie, de l'état de droit, c'était les États-Unis. Et aujourd'hui, vous avez un pays où on vous conseille, pour y aller, de prendre un portable vierge avec une carte prépayée, avec simplement 3 contacts. Dans le cadre de déplacements professionnels. Dans le cadre de déplacements professionnels et même personnels. Vu les listes qui sont, par l'intelligence artificielle, examinées à l'aller, c'est quand même... vous auriez reçu quelqu'un ici, il y a 1 an, qui vous aurait dit il va falloir faire une structure d'accueil pour accueillir des scientifiques américains, puisqu'ils vont faire le chemin inverse des scientifiques européens qui, en 1938, allaient se réfugier aux États-Unis. Vous aurez dit, ce type-là, je ne l'interviewe plus, c'est pas possible, c'est un imbécile. Ben, on y est. Ils seront moins bien payés en France quand ils vont venir, les scientifiques. Pardon? Les scientifiques-là, quand ils viendront en France, ils seront moins bien payés. Non, pardon. Moi, j'ai émis une idée, mais elle ne sera pas suivie des faits. Je pense que les grands groupes devraient se cotiser. Les petits scientifiques, c'est à notre portée. Les grandes divas, il faut faire un pot commun des grands groupes pour amener les 100 ou 200 millions d'euros qui permet d'avoir les grandes vedettes. Sinon, ils iront ou en Allemagne ou en Angleterre. Donc, toute chose se passe qu'on n'aurait jamais imaginé, sauf dans nos cauchemars. Alors après, enfin, on peut continuer comme ça. La négociation qu'il reprend avec l'Iran, tant mieux. Sauf que c'est une négociation d'une complexité extrême. Les taux d'enrichissement, les étapes qui ont été franchies sur l'uranium. Il envoie un promoteur immobilier qui, hormis le fait de jouer au golf avec lui, a comme spécialité de construire à Miami ou je ne sais où. Enfin, il dessaisit une administration de qualité qu'il déteste, qu'il appelle l'État profond. Alors derrière tout ça, il y a quand même une chose qui est encore plus saisissante. C'est comment la peur gouverne une société. Comment ça a commencé à l'investiture avec l'aréopage des patrons démocrates qui étaient tous là pour baiser la babouche. Oui, tout en donnant chacun au moins $1 million pour la cérémonie. Pour avoir une place. Bon. Vous avez quand même les grands journaux qui sont en train de virer de bord parce qu'ils ont peur. Vous avez cette attaque hallucinante sur les universités et désormais, après s'être fait les dents sur Columbia, qui n'est quand même pas rien, on a une attaque frontale sur les ressources d'Harvard. C'est ahurissant, il faut appeler les choses telles qu'elles sont. Le problème, c'est qu'on s'habitue à tout dans la vie. C'est-à-dire que la semaine qui vient de se passer nous habitue au fait qu'on regarde les choses dans leur évolution marginale. Mais si on fait un flashback, on revient à ce qu'étaient les États-Unis au mois de septembre, c'est-à-dire on a changé de monde. Il est en train de changer le monde aussi, vraiment, Donald Trump. On est en train de changer. D'une certaine façon, oui. Oui, parce que d'une certaine façon, il est en train de relâcher les instincts primitifs partout. À partir du moment où c'est la force qui régit le monde, les autres pays tentés déjà par la force se sentiront à l'aise. À partir du moment où l'état de droit le plus accompli de tous, qui est l'état de droit américain, est en cause, ça l'affaiblit absolument partout. En fait, on découvre des choses qu'on n'avait pas en tête. Moi, je n'imaginais pas que les check and balance, les pouvoirs et contre-pouvoirs, c'était une convention de papier. On pensait vraiment que c'était inscrit dans le marbre de la Constitution américaine. Et au fond, le premier président de la Cour suprême avait dit les choses en 1803, je crois. Il avait dit le problème de la Cour suprême, c'est qu'elle n'a pas d'armée. C'est vrai. C'est-à-dire, c'est le pouvoir exécutif qui est chargé d'exécuter les décisions de la Cour suprême. Et s'il ne veut pas les exécuter, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça, on ne l'aurait jamais imaginé. Je ne l'aurais jamais imaginé. Donc, d'une certaine manière, il est en train de changer le monde et pas pour le bien.
Après, il y a des sondages qui montrent quand même une popularité de Trump qui s'effrite et qui est au plus bas au bout de 100 jours pour un locataire de la Maison-Blanche depuis la Seconde Guerre mondiale. Il paye ses décisions erratiques, il paye il paye ses décisions dans sa popularité, mais ce qui n'a pas une grande importance, parce que s'il respecte la Constitution, il ne peut pas se représenter. Ce qui est quand même saisissant, c'est que le Parti républicain, qui était le parti du libre-échange, qui était le parti de l'hostilité à l'Union soviétique et donc à la Russie, ce parti qui avait des tendances plus ou moins conservatrices, mais qui avait un grand courant libéral au sens anglo-saxon, le parti de Reagan est aujourd'hui comme un corps militaire derrière lui. C'est-à-dire ils ont voté la nomination de ministres, mais que vous n'inviteriez pas à la table de votre émission, qui sont pour certains des quasi-primates. Quand vous nommez, parce qu'il a un nom célèbre, ministre de la Santé, un anti-vax, mais alors oui, en effet, c'est le professeur Raoult, ministre de la Santé, la dame qui est à la tête des services secrets, est une dame qu'on a pris en flagrant délit de position pro-russe. Bon, aujourd'hui, moi j'aimerais savoir, et je n'en sais évidemment rien, si les services occidentaux européens, Royaume-Uni compris, parce que Dieu merci, l'avantage au moins de ce qui s'est passé, c'est que le Royaume-Uni est revenu en Europe. Ouais. Est-ce que les services européens donnent aux Américains les mêmes informations qu'avant, à partir du moment où il y a 2 chances sur 3 que ces informations se retrouvent à Moscou? Enfin, tout ça est surréaliste. Après, Donald Trump, pour parler d'économie, on l'a largement commenté, il a fait machine arrière sur les droits de douane. Au global, il y a ce moratoire, et puis sur les produits chinois, il dit qu'il veut aboutir à un accord. Finalement, il ne veut pas limoger, il ne veut pas virer le président de la Banque centrale américaine. Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est un tournant ou c'est un répit qui durera ce que ça durera? Il vient de découvrir qu'il existe plus fort que lui, même s'il se croit plus fort que Dieu. Et les marchés sont plus forts que lui, c'est tout. Qu'est-ce qui a poussé Trump à être plus conciliant en matière économique Quand vous sentez que vous allez avoir des difficultés à financer votre déficit, vous commencez à faire un peu attention. C'est l'explication la plus... Le marché clé, c'est le marché de la dette publique. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un univers de surendettement public. Donc, États-Unis inclus. Hein. Plus que quiconque. Non, mais on parle souvent de la France, de l'Europe. Non, mais les États-Unis, évidemment, plus que quiconque. Mais ils se finançaient très naturellement grâce à ce que Valéry Giscard d'Estaing appelait le privilège exorbitant du dollar. Mais ils ont même pensé, lui et son conseil des experts économiques, qu'il fallait mettre fin au statut international du dollar, c'est-à-dire mettre fin au privilège international du dollar. Mais ça s'appelle inventer la machine à se botter de derrière. Un gosse qui est en première année de sciences économiques, on lui dit définissez les tenants d'une politique macroéconomique raisonnable et qui vous sort la copie Trump, il n'est même pas admis à redoubler. Enfin, c'est ça la réalité, je veux dire, avec laquelle on fait face. Alors, évidemment, sont les États-Unis d'Amérique, c'est la puissance économique dominante, donc il faut traiter tout ça avec politesse et si possible habileté, faire semblant d'écouter sérieusement le degré de connerie qui est proféré, et il n'y a pas d'autre chose à faire. Bon, ça c'est la rente de la puissance. Ouais. C'est-à-dire que la force de rappel, c'est le marché de la dette américaine. Ce sont les marchés de la dette américaine. Et quant à la renonciation à virer Powell, il est bien clair qu'il ne le renouvellera pas. Quelle était la logique de Trump? On la voyait bien. Sa logique protectionniste, en plus tellement absurde, que chaque pays doit être équilibré en commerce. C'est-à-dire vous devez être équilibré avec tous vos interlocuteurs. Bon, s'il y a un effet inflationniste, pour relancer la machine, non, il faut à ce moment-là, dans son optique à lui, baisser les taux. Alors qu'évidemment, s'il y a un effet inflationniste, une banque centrale ne peut faire qu'augmenter les taux. Donc il était clair qu'il aurait un affrontement d'une extrême violence avec la banque centrale. Au fond, il voudrait faire à l'échelle des États-Unis la politique qu'un autre homme fort, entre guillemets, Erdogan, a fait à l'échelle de la Turquie. C'est-à-dire qu'il a baissé les taux au moment où l'inflation galopait. Ouais, elle est à 50%, 60%. Résultat, il termine au FMI. Ouais. Mais les États-Unis ne termineront pas au FMI. D'abord, ils sont le FMI, à cet égard. Bon, est-ce que vous faites partie à la main de ceux qui pensent que les bourses mondiales ont touché finalement le fond le 7 avril? J'en sais rien.
Honnêtement. Mais si on part du principe qu'il ne peut plus revenir, qu'il ne peut plus... Je sais rien. On est dans un degré d'irrationalité tel qu'il faut faire très attention aux pronostics. Avant, vous et moi, on vivait dans un monde où 80% de tout était prévisible et puis il y avait 20% imprévisible. Et puis on se disputait un peu intellectuellement dans cette zone d'imprévisibilité. Aujourd'hui, 80% est imprévisible, 20% est prévisible. Oui, si Trump a rangé son pistolet d'arçon, si grosso modo, K1K, en prétendant qu'il a inventé la poudre, il rentre dans le rang, oui, les cycles macroéconomiques, les financiers reprendront le dessus. Ouais. Mais vous et moi, on n'en sait rien. Et lui non plus, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas chercher à analyser froidement ces revirements successifs sur les droits de douane? Non, parce que le secrétaire au Trésor, hier, Scott Bessent, il dit on entretient une incertitude stratégique, c'est voulu, parce que ça va nous donner un avantage à la négociation. Non, mais attendez, on entend des personnages comme cet homme, qui était quand même le numéro 2 de Soros, qui vivait dans un univers rationnel, dire des choses auxquelles il ne peut pas croire. Alors après, j'ai compris pourquoi des tas de personnages de premier niveau voulaient être secrétaires au Trésor. Étonné, le président d'Apollo, Apollo, puissance extraordinaire, était candidat au poste au Trésor. C'est qu'il y a une règle qui remonte au 19e siècle où quand vous avez servi l'État fédéral pendant 1 an, vous ne payez pas d'impôt sur vos plus-values. Et moi, je soupçonne ces gens s'être battus pour le poste de secrétaire à Trésor, et donc pendant ce temps-là, il faut avaler pendant 1 an les couleuvres ou les boas de Trump. Mais quand vous pensez qu'ils ont imaginé de faire reculer le rôle international du dollar et qu'ils allaient dire à des pays, vous échangez vos balances dollars, vos créances, contre des titres perpétuels, sinon on ne vous protège plus. Résultat de tout ça, en particulier en Asie, on croyait que la Chine était l'adversaire principal de Trump. Quand vous avez un adversaire principal, vous rassurez vos alliés potentiels qui sont les voisins. Il est en train d'inventer la prolifération nucléaire en Asie. Comment voulez-vous que les Japonais, les Coréens pensent que Trump est leur meilleur protecteur, puisqu'il veut qu'ils prennent des titres perpétuels en échange d'une garantie de sécurité à laquelle ils ne croient plus. Plus personne ne croit à la garantie de sécurité américaine. Ouais. Après, il y a ces deals, encore une fois, à la main, ces deals promis par Trump. Tu veux faire des deals pour mettre fin à cette guerre commerciale. Ces deals, ils tardent à prendre forme. Il paraît qu'un accord pourrait être signé cette semaine avec la Corée du Sud. Non. Il y aura des deals, il y aura des accords. Mais en plus, enfin, l'irruption de ce mot deal de la part de quelqu'un qui était quand même en faillite. Il ne faut jamais oublier que c'est ça, l'homme d'affaires Trump. Et on ne sait toujours pas pourquoi la Deutsche Bank, garantie par on ne sait trop qui, l'a sauvé de la faillite quand même. Il ne faut jamais oublier ça. On n'a pas affaire au créateur de Microsoft. Les leçons d'économie ou d'entrepreneuriat. Il est milliardaire quand même. Pardon ? Il reste milliardaire. Moi, j'aimerais savoir sa structure réelle entre ses actifs et ses passifs. La Deutsche Bank l'a sauvé. Et qui garantit ses passifs, la Deutsche Bank ? On ne sait rien. Il y a un soupçon russe, on le sait. C'est ça. Mais on le sait depuis. Et tout pourrait s'expliquer pour le coup. Mais attendez, le niveau d'imbrication entre la plutocratie financière et la plutocratie politique aux États-Unis a atteint des proportions dignes des Philippines. Au début du XIXe siècle, il y avait ce qu'on appelait les barons voleurs. C'était en réalité des gens qui avaient des positions économiques, les JP Morgan, les Ford, etc., comparables aux maîtres de la Silicon Valley. Ils avaient en face d'eux un président qui s'appelait Theodore Roosevelt, qui considérait qu'il devait en réalité faire la Federal Trade Commission et avec pour résultat de casser en morceaux la Standard Oil of New Jersey parce qu'elle était trop puissante. Là, ils ont en face d'eux un président dont la première mesure est « je mets à bas les organismes anticorruption ». J'affaiblis au maximum la Federal Trade Commission et je veux renforcer l'équivalent des barons voleurs que sont ces puissances dominantes. On n'a jamais connu. Vous verrez, le jour où le balancier repartira aux États-Unis, parce que dans la vie, les balanciers repartent toujours. Sauf s'il fait plusieurs mandats. Non, mais toi, il ne va pas non plus mettre son fils, son petit-fils, son chien ou son chat ou je ne sais quoi. Bon, à un moment, et puis même là, un pays se révolte, le balancier repartira. Vous verrez qu'il repartira très à gauche. Si vous avez 20 ans et que vous êtes américain, ça ne vous rend pas clintonien.
vous allez nécessairement très à la gauche du Parti démocrate. C'est-à-dire cet univers de consensus raisonnable, de common decency, comme disaient les Américains, de décence commune, qui faisait la force des États-Unis, a été mise à bas par Ubu Roi. Est-ce que son adversaire, c'est vraiment la Chine? Il a affirmé, Trump, au Time Magazine, que des discussions étaient en cours avec la Chine pour parvenir à un accord, qu'il fallait baisser les droits de douane et tout et tout. La Chine, il y a encore ce matin, non, mais il n'y a eu aucun appel, ils n'ont pas discuté en secret. Vous avez affaire à un pays qui a la compétence, qui a l'histoire, c'est la Chine, ça, et qui a le sens du temps long, et en plus la technologie qui s'appelle la Chine. Donc ils vont le faire sauter à travers le cerceau largement. D'ailleurs, vous avez vu comment il a dû reculer à propos d'Apple, c'est-à-dire quand de ces sanctions, il a dû tout de suite... il y a des avions qui avaient décollé pour prendre des cargaisons de... Non, mais il a reculé parce qu'il y a quand même des réalités. Mais moi je pense que dans ces face-à-face, son face-à-face avec la Russie, c'est évidemment Poutine qui a la main et qui se joue de lui. On a du mal à comprendre pourquoi cette proximité, encore une fois, avec la Russie. On sait pas. Non, mais il y a aussi Trump est fasciné parce qu'il pense être les hommes forts. Bon, ça existait dans d'autres périodes de l'histoire. Son face-à-face avec l'Iran, à mon avis, les Iraniens, peuple d'une extrême intelligence, vont le balader dans la négociation. Son face-à-face avec la Chine, il va se faire balader par la maîtrise, l'expertise, le sens du temps des Chinois. Et quant à l'Europe, c'est pas un face-à-face, c'est un côte-à-côte. Alors la seule chose, le seul mérite de Trump, c'est le miracle européen. C'est-à-dire en un mois, les Anglais sont venus en Europe, les Français ont élargi le périmètre de nos intérêts vitaux, c'est-à-dire utilisent l'avantage que nous donne la dissuasion nucléaire, et miracle des miracles, les Allemands ont décidé de casser leur cagnotte et de dépenser. L'Europe n'a jamais été dans une position aussi forte qu'elle est. D'ailleurs, les marchés le reconnaissent. Pourquoi l'euro monte? C'est parce que quand on est dans le business, on aime les états de droit. Alors en effet, l'Europe, elle n'a pas un taux de croissance très élevé, mais néanmoins, elle est stable, elle est sûre, elle respecte les vertus démocratiques. Donc on a en ce moment à la fois une Europe économique qui ne va pas trop mal, on a une Europe stratégique qui fait des pas en avant à travers ce directoire implicite qui se forme avec les Anglais, les Français, les Allemands et les Polonais. On a quand même une espèce d'Europe monétaire qui apparaît comme un havre de paix à côté de l'agitation monétaire américaine. Donc la seule chose, le seul mérite qu'on puisse reconnaître à Trump, et peut-être faut-il lui donner le prix Charlemagne, c'est de contribuer à l'unification européenne. C'était pas sa stratégie de départ. Non, je ne crois pas. Bien au contraire. Et donc cette offensive protectionniste à la main de Trump, qui est censée, il faut le rappeler, il veut rétablir sa balance commerciale, il veut éponger le déficit budgétaire, et il veut réindustrialiser l'Amérique. On a comme beaucoup de grands groupes. Mais qu'est-ce que ça veut dire beaucoup de grands groupes étrangers qui disent on va mettre de l'argent sur le sol américain. Non, mais et comment ça va se finir tout ça? D'abord, j'aimerais comprendre ce que c'est réindustrialiser dans un pays où il n'y a pas de chômage. Enfin, le chômage, il est à 3%. Non, un peu plus. Non, mais il est remonté à 4. Bon, on aimerait bien être à 4. C'est un pays de plein emploi. Mais c'est un pays qui retarde d'un siècle. Les emplois, ils se créent où? Dans les nouvelles technologies. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut refaire des plaques d'acier. Il veut refaire des produits primaires. Ah oui. Bon. Non, mais l'attitude des industriels, c'est que les États-Unis ne vont pas mourir. Donc s'il y a des barrières tarifaires insupportables, il faudra investir sur place pour fabriquer sur place pour la consommation locale. Et puis à la fin des fins... Et donc il aura gagné, c'est ce qu'il voulait. Il aura gagné au prix d'un affaiblissement du pouvoir d'achat des Américains, parce que rien n'affaiblit le pouvoir d'achat davantage que l'inflation. Bon, et évidemment, politiquement, ils le lui feront payer un jour, même s'il va essayer de ruser sur les listes électorales, etc. Mais parce que après, le marché américain est là, vous ne pouvez pas faire une croix et faire une stratégie mondiale en disant je fais une croix sur les États-Unis. Ça, ce serait irresponsable de la part de n'importe quel patron non américain. Et en même temps, Éric Lombard, ministre de l'économie, appelle au patriotisme des patrons français. C'est quoi le message codé? Je n'aime pas du tout cette expression. Oui, on peut dire ça aux sociétés d'État françaises. Prenez une société cotée en bourse aujourd'hui. Plus de la moitié de ses actionnaires sont des fonds anglo-saxons. Un patron
il a des devoirs fiduciaires à l'égard de ses actionnaires. Donc dire à des entreprises mondiales, vous ne défendrez pas vos intérêts en n'investissant pas aux États-Unis, c'est une demande qui est à mon avis totalement C'était apparemment LVMH qui était visé. Non, mais c'est une demande qui est totalement hors de propos. Je veux dire, dans le système capitaliste, une entreprise, elle appartient à ses actionnaires. Et il faut bien ne jamais oublier que le CAC 40, c'est le compartiment français de Wall Street. Et ça, depuis des décennies. Bon, donc en conclusion, pour finir cet entretien sur les 100 jours de Trump, donc il n'y a rien à garder, à part le wake-up call sur les Européens. Si, quand même. Le coup de pied anti-woke très excessif mettra peut-être fin à cette espèce de victoire idéologique du wokisme. Bon, voilà. Mais à quel prix? Et sinon, en matière économique? À zéro. C'est vraiment zéro. Zéro de ce chez zéro, oui. Ouais. Et l'économie, un jour ou l'autre, se venge. Et vous rattrape en tout cas. Les marchés se vengent. L'économie paye le prix des erreurs, mais les marchés vous tuent. Et on a vu en tout cas qu'il a vite reculé. Quand le marché de la dette s'est emballé de 60 points de base, pardon pour donner les chiffres. Il reculera et il continuera à reculer. Maintenant, c'est clair. Donc c'est rassurant quelque part de se dire qu'à chaque fois qu'il y aura une embardée économique... on en est au point de devoir penser que pour limiter les conneries, mais faire perdre la confiance, or il n'y a pas de facteur de production plus important que la confiance, il faut attendre que les marchés ramènent à la raison celui que j'appelle Ubu-roi. Voilà. Et le dollar roi, c'est terminé? Ah oui. Oui. Parce que le mouvement est puissant. On est passé de 1,02 à quasiment 1,15, 1,14 en quelques semaines. C'est même pas le cours. C'est que les Américains puissent dire qu'ils renonceront au privilège du dollar, c'est décider qu'ils ont mis fin au dollar roi. Ils vont voir ce que ça va leur amener. Ils avaient un avantage hors norme, ils y renoncent. Tant pis pour eux. Bon, merci en tout cas. Entretien donc avec Alain Minc, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.